invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Pierre Bismuth avec nous également, le directeur des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Igor Demac nous accompagne également ce soir, directeur associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Oui, la semaine de marché quand même marque une rupture par rapport à ce qu'on observait depuis quelques semaines. Depuis la mi-mai, on va dire, on tentait de constater une forme d'accalmie, la volatilité retombait un peu, on voyait les marchés actions repartir, les marchés obligataires se stabiliser, et puis cette semaine montre qu'on est sur une phase de rechute. La baisse action est quand même très significative, et la correction obligataire est repartie de plus belle en Europe et aux États-Unis, Pierre. Oui, c'est surtout la correction obligataire qui est marquante, puisque ça fait des mois qu'on essaye de stabiliser cette courbe des taux, notamment américaine, qui n'arrive pas du tout à se stabiliser. On a une volatilité presque délirante sur les taux obligataires. Et c'est vrai que notamment le chiffre d'inflation aujourd'hui, mais également le discours de la BCE ont vraiment mis le feu aux poudres entre hier et aujourd'hui. Et on a un 10 ans américain qui on dirait vraiment un élastique qui, dès qu'il tombe vers 2,75, remonte aussi sec au-delà des 3%. Et c'est vrai qu'avec des chiffres américains d'inflation aussi mauvais, même sur l'inflation cœur qui pourtant est légèrement plus basse, mais ça ne satisfait absolument pas le marché, on s'attend à ce que la Banque centrale américaine soit de plus en plus rigoureuse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas atteint ni le pic inflation, ni le pic d'agressivité des banques centrales. Avec dans le marché, il y a une probabilité quand même non nulle de 30% d'une hausse de 75 points de base, désormais aux États-Unis, peut-être au mois de juillet. Oui, mais je pense que c'est vrai que le chemin est important, mais je pense que c'est le taux cible qu'on n'arrive pas à déterminer. En fait, c'est pour ça que les marchés sont si volatiles. Et encore une fois, vraiment l'obligataire, parce que c'est le 2 ans. Le 2 ans est tout proche des 3% à l'heure où on se parle. Ouais. Et c'est un peu l'approximation du taux neutre de la Fed. Et ce taux-là n'arrive vraiment pas à s'établir un consensus de marché. C'est vrai que on s'attend, ce taux cible, le taux neutre de la Fed va être vraiment clé, mais plus les chiffres tombent, moins on a d'idées sur ce taux neutre. D'autre part, je pense que le marché réagit aussi mal parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder l'inflation cœur, mais l'inflation globale, finalement, prépare à une hausse de l'inflation cœur avec un effet retard. Et ça, c'est vrai que c'est le chiffre de 8,6% qui est très supérieur aux attentes. C'est un bad buzz, quoi. C'est peut-être pas le chiffre clé de ce rapport, mais ça donne une image quand même qui n'est pas... Voilà, on se dit que la stabilisation de l'inflation cœur est encore repoussée. Alors si, 8,6%, vous dites, c'est un chiffre important, Igor. Non, mais l'inflation, c'est à mon sens, le composant le plus sensible pour les marchés aujourd'hui. La guerre en Ukraine, je ne dis pas que c'est pas sensible, mais bon, on s'y est malheureusement habitué. Il y a le confinement chinois, mais c'est un peu lié à l'inflation. Dès que le chiffre est mauvais, l'inflation, tout redécale. Tout redécale. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une situation où il n'y a pas de récession aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée, mais quand on regarde les revenus, la production, et l'inflation, c'est un composant tellement volatile qui ne permet pas aujourd'hui, ce que disait très bien Pierre, aux banquiers centraux de se fixer sur un terme, sur un niveau, parce qu'on ne sait pas finalement où elle va atterrir. Et on ne sait pas trop ce qui est cœur et plus cœur, en fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que regardent les marchés. Là, il y a 2 semaines, il y a eu une bonne statistique, les marchés sont repartis. Là, il y a une mauvaise statistique, les marchés rebaissent. Donc je pense vraiment que c'est le point de focalisation de beaucoup d'investisseurs parce que découle la politique des banques centrales derrière, mais le pouvoir d'achat, le niveau des taux d'intérêt, et c'est le marché obligataire qui price les primes sur le marché action et sur le prime de tous les actifs. Oui, avec toujours un peu l'histoire double face, c'est-à-dire que l'inflation, les effets récessifs de l'inflation commencent déjà à se voir, à se faire sentir, ou en tout cas on les pressent quand même pour la suite. On voit pas l'inflation se calmer, donc ça milite toujours pour des banques centrales plus agressives, mais dans le même temps, on comprend tous que l'impact économique à ce rythme-là, il va être quand même lourd à payer. C'est très dur pour des consommateurs de suivre une inflation à 8-10%, à moins d'avoir une réserve d'épargne. C'est sûrement vrai pour les ménages fortunés, mais c'est pas vrai pour le ménage médian, que ce soit aux États-Unis ou en France ou en Europe, et on en a discuté avant. Il y a un moment où la consommation va fléchir.
Et donc, si la demande baisse, normalement, ça a un impact sur l'inflation, puisque la meilleure façon de faire réduire l'inflation, entre guillemets, pour les consommateurs, c'est quand même de se restreindre en termes de consommation, en tout cas de biens durables. Et ça devrait arriver, si ça continue à ces niveaux-là. Quand on voit du côté... Alors c'est aussi toujours un peu le paradoxe de marché qui se réconciliera, mais les enquêtes d'activité, les intentions d'embauche, les intentions d'investissement, les CAPEX, tout le monde est prudent, à commencer par les grands chefs d'entreprise. Il y a eu pas mal de warnings, micro, il y a des difficultés opérationnelles, etc. Mais globalement, on a quand même côté entreprise une image qui n'est pas une image d'une rupture brutale où on coupe tout d'un coup, quoi. Non, parce qu'on est toujours dans, je ne sais pas si c'est un fantasme, mais l'idée que cette poussée d'inflation est transitoire et qu'on va la maîtriser. Sinon, les investissements ne seraient pas faits comme ça, sinon les consommateurs ne consommeraient pas comme ça. Si on leur disait vous allez vous prendre 10% d'inflation par an pendant 10 ans, c'est pas du tout cette économie qu'on aurait. Donc on n'a plus le droit de dire que l'inflation est transitoire, mais on vit quand même toujours avec cet espoir d'une inflation qui retombera. Oui, parce qu'il y a une forme de positivisme sur les grandes données macroéconomiques, encore. Mais vous savez que l'économie, c'est dynamique, c'est des dérivés premières, secondes. Donc là, on parle du passé, on verra sur les prochains trimestres si on arrive à maintenir une croissance. Parce que là, on est dans un système, Pierre l'évoquait, de stagflation à un niveau qu'on n'a pas connu depuis de très nombreuses années. Christian, bon, vos commentaires. Moi, la question, c'est vu l'agressivité, vu ce que le marché n'arrête pas d'intégrer comme budget de resserrement monétaire, qu'est-ce qui craquera le premier? C'est-à-dire, je comprends, les banques centrales veulent aller au taux neutre, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'elles auront le temps d'aller au taux neutre ou est-ce que quelque chose craquera en premier? Je sais pas, est-ce que l'inflation déjà peut retomber aussi vite qu'elle est venue? Est-ce que c'est la croissance économique qui craquera avant tout et qui obligera les banques centrales à peut-être calmer le jeu? Est-ce que les marchés craqueront à un moment plus encore que ce qu'ils n'ont déjà craqué depuis le début de l'année, qui obligerait là aussi peut-être les banques centrales à revoir leur programme et leur plan? Je pense que les marchés ils ont du mal à juger. Est-ce qu'on va avoir un soft landing ou véritablement une récession très forte? La vraie question, c'est est-ce que l'inflation peut se calmer d'elle-même, toute seule, un peu par magie, on va dire, ou est-ce qu'il faut vraiment payer ça par une chute d'activité très forte? Alors la chute d'activité, elle peut provenir de la réaction des banquiers centraux. Les banquiers centraux, à un moment, ils disent 75 points de base, 100 points de base à chaque réunion, et puis on va casser la croissance. Donc je ne suis pas sûr qu'on veuille faire du Volcker, mais enfin, on pourrait. On sait faire, ça, on sait faire. On sait faire, on sait qu'on peut le faire. Et si ça dure trop longtemps, à un moment donné, il faudra peut-être le faire. Mais en tout cas, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on fait du soft landing ou est-ce qu'on fait un hard landing? Alors, le hard landing, il peut être là, il peut se faire aussi sans les banquiers centraux. Parce qu'on pourrait avoir, c'est ce qu'on a expliqué, des consommateurs qui, d'un seul coup, ils sont complètement étranglés. Je vous prends juste un chiffre. On pense toujours à l'Europe. L'Europe, c'est vrai qu'on est sur des hausses de salaire autour de 2,5, de 8. Alors, on entend beaucoup parler de négociations, mais pour l'instant, dans ce qu'on observe, c'est de 8. Donc, quand vous avez une inflation à 6... Très retardé, sans doute qu'ils sont déjà un peu plus haut de 8 quand même, les salaires. Oui, mais ils sont pas non plus sur des choses... On n'est pas aujourd'hui sur des hausses de salaire généralisées de 6%. Oui. Donc, il y a quand même un impact très fort. Mais même aux États-Unis, aujourd'hui, les chiffres qu'on a eus aujourd'hui, le salaire hebdomadaire réel... moins 4%, 3,9, mais quasiment moins 4% sur un an, alors qu'on a des salaires qui évoluent en nominaux autour de 5,5. Je vous laisse imaginer quand même, on est quand même sur un choc qui est très violent sur le consommateur américain. Alors comment il fait le consommateur américain ? À la différence de l'Europe, il prend des crédits à consommation. Pour le moment, c'est comme ça. On a la hausse des crédits à consommation. En rythme annuel, sur le mois passé, on était encore sur une croissance à 2 chiffres des crédits à consommation. Mais ça n'a pas duré éternellement. Et surtout, quand on regarde dans le détail, ceux qui qui utilisent les crédits à consommation, ce sont les ménages les moins aisés qui ont dépensé leur chèque Biden, qui ont plus d'épargne et qui commencent à utiliser ces réserves qu'ils avaient de crédit à consommation sur leur carte de paiement. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que globalement, le ménage américain, pour l'instant, il est optimiste. Il se dit, je prends mon crédit à consommation parce que je pense que demain, je vais avoir une hausse de salaire et que demain, je vais pouvoir continuer à consommer. Donc, je suis prêt à m'endetter aujourd'hui en disant, demain, ça va aller tellement bien, je vais pouvoir tellement réclamer de hausse de salaire. Deux choses l'une, soit il a sa hausse de salaire et c'est la Fed qui cassera et qui dira, boucle prix salaire et moi, je vais faire la récession parce qu'il faut que je casse ça. Soit il n'a pas sa hausse de salaire, il va être très déçu et là, on va avoir une mauvaise surprise sur la consommation. Mais globalement, plus l'inflation dure longtemps,
plus on va vers le scénario de hard landing. Ouais, je comprends. Plus c'est négatif pour les marchés. Donc le marché est très sensible à ça. Alors après, pour défendre les marchés, ils n'ont pas tort parce que là, on est sur un choc inflationniste qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que c'est même pas comparable aux années 70. Aux années 70, c'était les prix du pétrole qui montaient. Alors avec les conséquences derrière en termes de salaire, en termes de hausse de coûts pour les entreprises. Mais là, on a les prix du pétrole, les prix alimentaires, les prix des biens, parce qu'on a des ruptures d'approvisionnement, et vous avez les services qui sont en train de réouvrir après un choc pandémique, et dans lequel on augmente encore les prix. On le voit encore dans les statistiques d'inflation qu'on a eues aujourd'hui aux États-Unis. On a encore tout ce qui est restauration, hôtellerie, qui s'était un petit peu calmé, qui réaccélère sur les prix. Donc on va dire que l'effet pandémique n'est pas totalement fini. Donc vous voyez que quand on a l'accumulation de tout ça, on se dit ça explique cette... Mais on peut expliquer aussi, on peut se dire qu'il y a peut-être une partie qui va s'atténuer, notamment sur les chaînes d'approvisionnement. On a quand même quelques signaux qui sont un petit peu plus meilleurs actuellement. On peut espérer que le consommateur consomme moins de biens, plus de services. Et donc commence à être le cas. Bah oui, commence à être le cas. Donc ça va commencer à atténuer. On a vu que Walmart, que Target se sont trouvés avec des excès de stock et ils font des promotions très agressives sur mai et juin. Donc ça va se revoir peut-être plus sur l'indice des prix de juin aux États-Unis. Donc la partie bien peut se calmer un petit peu. On a aussi les services qui vont un peu se calmer. Donc c'est pas blanc ou noir, hein, je vous dis pas ça. Moi, je pense qu'on va rentrer dans une période de très forte volatilité de l'inflation. Et ça ne va pas du tout nous aider dans notre analyse. On va être sur une inflation qui va rester à un niveau au-dessus de l'objectif des banquiers centraux, ça c'est évident, mais une inflation volatile. Et ça va être un vrai élément qui va faire des soubresauts sur les marchés. Et ça, je pense qu'on va rester toujours sur ce marché en se disant, est-ce que c'est durable, est-ce que c'est pas durable, est-ce qu'il faut aller véritablement jusqu'à un hard landing. Et ça va être un vrai élément qui va jouer dans la volatilité des marchés à court terme. Pierre, il y avait l'idée qu'il y avait un point de rendez-vous quand même, peut-être à la rentrée, en septembre, à l'automne, sur ces sujets d'inflation, sur ces sujets de banque centrale, avec l'espoir peut-être d'un premier virage ou d'un nouveau pivot un peu plus doux que le pivot hawkish qu'on a vécu ces derniers mois. Elle est réaliste, cette idée-là ou... Alors, le problème, il y a plusieurs problèmes dans ce pivot. C'est que, bien sûr, on a les chiffres d'inflation qui, effectivement, peuvent être volatiles, mais on a aussi la différence et l'effet retard entre la Fed et la BCE. Parce que là, on a quand même un véritable effet retard on sait que la route est tracée pour la Fed et on va tranquillement aller plutôt vers entre 3 et 3,5%, a priori d'ici à juin 2023. En revanche, la BCE est quand même c'est quand même pas un discours très clair, même si on dit on va sortir des taux négatifs, on arrête les achats d'actifs, mais après septembre, on ne sait pas bien où on va. On sait juste que si on reste à ces niveaux d'inflation, on peut monter à 0,25. Et on sait tous très bien. Ah oui, plus 0,25 pour taux de dépôt. Oui, bien sûr. Et on sait tous très bien que le plus 0,25, c'est quand même une gageure parce que dans le discours d'hier, on a un nouveau terme qui arrive, c'est l'effet fragmentation. Et donc, cette espèce de risque crédit pays qui revient comme si on était au temps des pigs. Et on peut se dire que là, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés, on a des spreads interpays, notamment Italie, Allemagne ou Grèce, Allemagne, qui ont complètement explosé depuis hier et ça continue aujourd'hui avec des effets sur toute la courbe. Donc, ça va être très compliqué, à mon avis, en Europe, d'essayer de... Donc c'est le marché qui craquera en Europe, de ce point de vue-là, et qui mettra un petit carton à la BCE à un moment. Le marché teste la crédibilité de la Banque centrale depuis hier, parce que ça avait plutôt pas mal réagi sur l'annonce, et puis très vite ça a périclité, l'euro a commencé à déballer contre le dollar, les spreads ont commencé à véritablement s'écarter, et ça continue aujourd'hui. Donc je pense que tout le monde essaye de digérer l'information, mais là, le deuxième coup des chiffres d'inflation US fait que je vois pas comment on va naviguer à vue. Ça va être quand même on est quand même dans un environnement très compliqué d'un point de vue obligataire, parce que les obligations en Europe ont une performance pire que les actions. Ah bah oui. En mark-to-market. Et ça, je pense que les gens, en mark-to-market, on est à moins 15 sur des durations longues contre un indice boursier qui est plutôt sur du sans risque. Oui. Donc cette idée de perdre de l'argent sur de l'obligataire, ça va avoir un effet aussi psychologique important. Et
en tout cas pour stabiliser ces marchés, parce qu'il faut vraiment les stabiliser, la fragmentation, va falloir s'y atteler. Ouais, il y a du travail à faire de ce point de vue-là. Tiens, partant de l'idée de la fragmentation, c'est des questions d'épargnants que j'ai reçues hier sur Twitter. Alors, je tweetais Christine Lagarde, 2% sur l'OAT, sur le rendement de l'obligation française à 10 ans. Et j'ai eu des petites questions. Est-ce que ça met la France en risque de défaut? Alors, l'exemple français, parce que je tweetais sur l'OAT, mais la question peut se poser pour d'autres pays avant la France, peut-être. Est-ce qu'il y a un risque de crise immobilière? Qu'est-ce que je fais avec les deux? Il y aura des pays avant la France qui devraient faire défaut. Il me semble. Après, on peut faire des scénarios. Alors, comme on est en phase électorale, enfin, dans cette deuxième phase électorale et qu'on n'a pas vraiment beaucoup de visibilité sur la composition de l'Assemblée nationale, ça peut créer toujours une crainte, un écartement des spreads. Mais bon, je pense que ce dont on parlait, la fragmentation, ça va concerner l'Italie, le Portugal, la Grèce, qui n'a pas quand même une économie ultra solide. Donc c'est le premier sujet. Après, la France et l'Allemagne sont liées monétairement dans ce système qui est plus ou moins vertueux, mais je pense qu'il ne faut pas non plus agiter trop vite ce drapeau-là. Après, c'est de toute façon une construction qui est très imparfaite, on le sait. Sans faire défaut, est-ce que ça va avoir un impact, oui, sur la gestion, la conduite des finances publiques de nos États, d'un pays comme la France là? La dette publique, il faudra que les taux montent beaucoup plus, puisque il y a un stock, et puis il y a des renouvellements, une inertie qui est très importante. C'est quoi, 7-8 ans la maturité moyenne? Enfin, 7 ans au moins? C'est autour de 7 ans? En France, c'est 5 ans. 5 ans, d'accord. Donc après, évidemment, en termes de budget, il y aura un surcoût. En revanche, je pense... Mais c'est soutenable, c'est pas... Non, mais il y a quand même des gens qui vont souffrir de la hausse des taux de base et des spreads. Et le point de focalisation pour moi en France, c'est le marché immobilier, puisque c'est un des marchés... Autre question que j'ai eue, est-ce qu'il y a un risque effectivement de krach immobilier? Là, pour le coup, je serais un petit peu un peu inquiet, entre guillemets, sur ce marché-là, parce que c'est quand même la classe d'actifs qui est dopée au crédit depuis des années. Les banques ont fait beaucoup de travail pour assainir leur bilan, ne vont pas revenir dans les grandes folies de se racheter les crédits, etc. Et on voit déjà qu'elles restreignent. Et que ça peut avoir une conséquence et déclencher quand même, pas un cycle déflationniste, mais atténuer un peu l'inflation. On sait qu'aux États-Unis, en fait, Walmart, Target, ça fait des mauvais résultats, mais tous les Home Depot et tout ce qui est les grandes enseignes de bricolage font des chiffres absolument faramineux. Donc, l'appréciation de la richesse immobilière, c'est très déséquilibrant, beaucoup plus que l'appréciation de la richesse boursière, notamment en France où les gens ont assez peu de patrimoine financier. Je pense que là, il y a un vrai sujet si on veut regarder le risque de hausse des taux d'intérêt souverains en France. Et en matière immobilière, qu'est-ce qui est le plus à risque? Est-ce que c'est déjà, moi, en tant que cherchant à accéder au marché immobilier, est-ce que c'est dans la partie investissement immobilier qu'il y a des risques importants aujourd'hui? Le marché immobilier, il fonctionne comme tous les autres marchés. Il y a une offre, une demande. Après, il y a un niveau de rendement brut. Et après, il y a un taux d'effort, une capacité d'emprunter, de rembourser. Pour les primo-accédants, je pense que ça va être plus difficile maintenant qu'avant. Ça me paraît juste... Et sur le plan de l'investissement, si on regarde... Il y a un autre effet, c'est l'effet norme environnementale. Parce qu'on a quand même en 2024 impossible de louer les passoires énergétiques. Donc en fait, on a donc les F et G. Donc maintenant, en tout cas, moi le premier, mais je pense que tout le monde regarde un peu le niveau de performance énergétique des achats de biens, notamment à la location, pour mettre à la location ou des résidences secondaires. C'est vrai qu'il y a un effet conjugué hausse des taux et normes environnementales qui se superposent et qui ne sont pas propices à générer une vague d'investissement, en tout cas dans le n'importe quoi. Et donc ça va être assez discriminant. Et surtout dans une situation de pénurie de matériaux de construction. Exactement. Ouais. Et ça fait quand même depuis plusieurs mois, il faut quand même le dire, que le secteur de la construction fait partie des secteurs qui plongent le plus en ce moment. En bourse? Pas en bourse, en activité. En activité. Dans l'enquête PMI, parmi les secteurs qui plongent, alors il y a l'automobile, avec les problèmes de production, mais il y a le secteur de la construction qui commence à vraiment se retourner de manière très marquée. Alors, on pourrait être étonné, il y a quand même de la demande, mais on commence à voir aujourd'hui des directeurs d'achat qui nous disent dans la construction qu'il y a des reports de nouveaux projets, parce qu'il n'y a pas les matériaux disponibles et il y a les problèmes de crainte de financement. Ouais. Donc c'est en train de se retourner quand même assez nettement dans la construction. Alors je parle ensemble de la zone euro, mais globalement ça commence à se voir.
Oui, je pense que tout a été dit sur l'immobilier. Après, il y a toujours des trophy assets, il y a toujours une demande sur des marchés niches, mais globalement, ce qui est très très cher, les armes ne montent pas au ciel. C'est un marché qui n'est pas liquide. Et donc, quand on va retirer un peu de liquidité par le biais des octrois de crédit qui seront plus difficiles, vous allez voir, ça va assez vite quand même. Et à travers la pierre papier, comme on dit, à travers les CPI, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a quand même des choix, des arbitrages à faire? Pour l'instant, personne ne fait défaut, tout le monde paye ses dividendes, ses rendements nets. C'est indexé en plus, on nous dit, donc bon. Faut voir, oui, mais c'est pas indexé comme. Non, c'est pas comme les retraites en France, oui, non. C'est pas 5%. Oui. Il y a un décalage aussi. Oui. En revanche, dans les SCPI, là où il faut faire attention, évidemment, qualité des actifs, diversification, niveau des bailleurs, taux de vacances, bon, ça c'est des choses un peu classiques, mais c'est les murs de la dette. En fait, c'est souvent comme ça qu'on finance, avec des in fine. Et donc ça, s'il y a des grosses échéances qui arrivent, et que le marché se bloque, parce que le marché de la dette et du crédit, il peut se bloquer du jour au lendemain. Et comme on n'a pas trop l'habitude de perdre de l'argent en tant qu'investisseur obligataire, il y a un moment où on ne veut plus trop souscrire. Et donc on sort. J'y touche pas, parce que c'est l'image du couteau qui tombe. Et les banquiers centraux, ils sont... c'est des Blade Runner, c'est le film de Ridley Scott. Ils courent sur la lame du couteau, et on court de plus en plus vite pour ne pas se faire couper les pieds, mais on a peur de tomber à droite ou à gauche. Et à l'inverse, alors Pierre, si vous voulez, on parlait des spreads, 2% sur le 10 ans français. On a connu ça, c'est le monde d'avant, mais c'est pas non plus il y a des siècles. C'était 2014, bon, la France faisait pas défaut en 2014 avec 2% de rendement. Donc on me pose la question, tiens, 2% de rendement sur le 10 ans français, passer de 0 à 2 en 6 mois, est-ce que c'est intéressant, moi, épargnant, averse au risque, prudent, de remettre un peu d'obligataire dans mon plan d'épargne entreprise avec le rendement, bon, je prends l'exemple de la France, mais on peut en citer d'autres. Alors, en fait, tout dépend de l'horizon de temps et si on est en valeur de marché ou pas. Si on n'est pas en valeur de marché et qu'on veut encaisser ces 2% annuels et attendre le remboursement, oui, c'est intéressant. Ça, c'est sûr que c'est intéressant, même avec l'effet fiscal. Mais si on est en valeur de marché et qu'on n'est pas sûr de pouvoir thésauriser cet argent pendant 10 ans, attention parce que, encore une fois, les courbes des taux ne sont absolument pas... Et même avec 2%, il n'y a pas un matelas, un coussin qui permet d'encaisser quand même peut-être un scénario encore un peu plus adverse? Alors pour vous répondre, chez Miriam, on privilégierait plutôt le 2 ans puisqu'on est à 1,6, 1,7... Et c'est pour 2 ans, et donc c'est bien plus facile. Court duration plutôt. Alors. Ah oui. Quand les taux montent, oui. Oui, d'autant plus que la courbe est plate, ou quasi plate. Quasi plate. Donc c'est vrai que le 2 ans et rouler le 2 ans dans une phase de hausse des taux nous paraît quand même beaucoup plus facile à tenir comme position que d'aller faire du 10 ans à 2 ans sans savoir que le taux peut monter à 3 ou 4 avec un effet. Et on le voit, le moins 15. C'est 1,50 de taux sur 15 ans. Alors après, juste pour répondre au point de vue économique, il faut quand même avoir une chose en tête. Alors, je ne me mouillerai pas sur le 2 ou 3%, c'est pas ça l'idée, mais il faut avoir en tête qu'on est quand même dans des économies qui sont beaucoup plus endettées, qui ne supporteront pas une remontée des taux. Faut quand même le dire. L'impact économique d'une remontée des taux est 10 fois plus fort qu'il y a encore quelques années, parce qu'on a des entreprises qui sortent très endettées, on a des ménages qui sont aussi beaucoup plus endettés, et donc l'impact récessionniste est beaucoup plus fort. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir un retour, à mon avis, des taux longs à 5-6%, comme on a connu, même si on avait une inflation durablement plus forte et volatile. Il faut quand même voir les conséquences économiques. Là, on a quand même un choc sur le pouvoir d'achat, on a un choc sur l'obligataire. Bon, à un moment donné, l'activité, elle va quand même se retourner. Faut pas rêver. Et donc, à ce moment-là, ça limitera quand même la hausse des taux longs. Il y a un moment donné, les investisseurs, ils vont quand même aller vers, en se disant qu'à horizon 10 ans, on n'est pas. Maintenant, je suis d'accord, ça peut être très volatile et on peut avoir une surréaction. Modilo le pays, parce que regardez ce qui se passe sur l'Italie. En fait, on y est. Oui, non, mais ça va très très. On est quasiment à 4. Oui. Et donc. Oui, enfin. Voilà. Non mais après, l'Italie, en plus, il y a un risque politique, un risque pays qui est beaucoup plus fort. Et en plus, là, c'est vrai que les arrêts des achats de la BCE redonnent du risque pays énorme. Et là, on n'est même pas sur un raisonnement purement économique, on est sur un raisonnement de risque de défaut d'un État. Donc, je parlais en général, globalement, mais c'est vrai que l'Italie, aujourd'hui, ce qui alimente ce risque pays,
italien, c'est qu'on se dit que justement les taux italiens sont trop élevés par rapport à la croissance italienne et à l'endettement des agents, et notamment de l'agent public, surtout de l'État italien, et qu'on va dans le mur en Italie. Et donc ça alimente le risque. Et donc on est revenu finalement qu'on n'a plus de prêteurs en dernier ressort. Et c'est ce qu'entraîne le whatever it takes de M. Draghi, de monsieur. Il y a 10 ans, Draghi, oui, Monsieur Draghi, est fini, est levé. Et dès qu'on lève cette fait qu'il y a un acheteur en dernier ressort, on revient sur du risque crédit avec un risque d'effet de surréaction des marchés obligataires. Sur l'Italie, mais puisqu'on parle de risque politique, bon, l'Italie, c'est toujours quand même un peu le maillon faible, l'éléphant dans la pièce. Chaque fois qu'il y a un problème, on pense à l'Italie. Je notais quand même le spread français. On était à 40 points de base avant le premier tour de l'élection présidentielle. On est monté à 50, on est aujourd'hui à 55 points de base, à 2 jours du premier tour de la législative. Il y a un petit sujet, une petite dimension politique, là. Un petit sujet, parce que cette élection législative, qui normalement, depuis qu'on a aligné les 2 calendriers, est plutôt une élection légitimiste, c'est-à-dire que les Français qui ont voté au présidentiel suivent le choix. Là, il y a une zone d'ombre, et en plus, pour faire des sondages sur des localités, les 580 et quelques députés, c'est plus compliqué. Bon, après, est-ce qu'avec une majorité relative, l'État français serait ingouvernable et changerait vraiment de direction? On l'a vu dans les États où il n'y a pas eu de gouvernement, comme en Belgique, ou même un moment en Italie, où c'était, rien ne s'est passé, on a géré les affaires courantes. Donc je dirais que je ne suis pas très inquiet là-dessus. Je reviendrai plutôt sur l'inflation. N'oubliez pas que l'inflation, en fait, pour quelqu'un qui est endetté, c'est très très bon. Et qu'en fait, il y a un double discours des États, parce qu'on laisse filer l'inflation, parce que pour quelqu'un qui est débiteur, c'est un moyen, entre guillemets, théorique de rembourser sa dette en termes de pouvoir de remboursement. Donc, vous voyez, on a voulu mettre de l'inflation, mais en fait, comme disait Christian, il y a plein d'inflation qui nous est venue de manière un peu inappropriée. Oui. Maintenant, on ne sait plus trop comment l'arrêter, parce que l'ampleur est trop importante, mais la meilleure façon pour tous ces pays très endettés de rembourser, c'est l'inflation. Ouais, il ne faut pas que ce soit de l'hyperinflation non plus, parce qu'à un moment... Non, mais je mettrais juste un tout petit bémol, c'est de la mauvaise inflation qu'on a aussi. Oui, mais c'est de l'inflation importée. Oui. C'est pas le fait, naturellement, la TVA... non, mais il faut qu'il y ait de la croissance. Voilà, c'est ça le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, on a une inflation qui crée une dégradation conjoncturelle. Et donc, ce qu'on va gagner peut-être en effet prix, on va le perdre en effet volume. Donc, attention à ça, c'est juste le seul bémol qu'on pourrait dire. Mais c'est vrai que vous avez qu'à voir aujourd'hui les ratios d'endettement des ménages américains en valeur. Donc, c'est votre revenu en valeur sur votre niveau d'endettement. Bah, ils sont en train de s'endetter, mais ils ont leur ratio qui baisse quand même. Parce qu'il y a l'effet inflation. Mais attention, parce que derrière, s'il y a la dégradation, s'il y a la montée du taux de chômage, ils vont faire défaut sur leur dette. Et là, il y aura quand même les effets négatifs. Donc, voilà. Seul bémol, c'est la conjoncture. Est-ce que la Chine peut être pourvoyeuse de bonnes nouvelles à partir de ce moment de l'année, Pierre? Alors là, on sent un point d'inflexion. On sent bien que beaucoup de stratégies sont allées dans le mur. Stratégie zéro Covid, on n'en parle pas, parce que je pense que tout le monde est d'accord en tout cas en Occident, pour se dire que... c'est un échec. Voilà, seuls les bons vaccins vaccinent. Mais surtout, en fait, cette répression énorme financière sur des pans entiers de l'économie, où on sent quand même qu'on est allé vraiment beaucoup trop loin et qu'on est en train de faire marche arrière pour essayer de laisser vivre des sociétés privées. Donc, c'est vrai que le discours a changé, c'est un point d'inflexion, mais après, il y a quand même vraiment des déséquilibres hyper importants, notamment, encore une fois, c'est toujours le marché immobilier qui a un point de cristallisation. Mais on va dire que ça va moins mal qu'avant. D'accord. Et ça peut... Parce que je sais que vous n'êtes pas obligé d'investir en Chine, et donc, mais sans être obligé d'investir en Chine, est-ce que ça peut avoir des effets bénéfiques pour nos économies, pour nos marchés actions, pourquoi pas? J'ai l'impression que pour l'instant, tout ce qui est considéré comme émergent... alors, sur la Chine, c'est vrai que c'est une économie... très fermée, qui essaye de se répandre un peu dans le monde, et notamment sur les marchés boursiers, notamment américains. On va dire que ça va moins mal. En revanche, pour la zone émergente, on va dire que la montée des taux de rendement internes des obligations ne nous
incite pas à franchir le pas d'aller au sens large, investir dans des marchés émergents qui sont quand même très à risque dans cette situation où la Fed réduit la liquidité, la BCE réduit la liquidité. Il n'y a que le Japon qui inonde le marché de liquidité et dans une petite mesure la Chine. C'est vrai qu'on n'est quand même pas du tout en phase d'assouplissement quantitatif. Ça ne peut pas être massif comme 2008, ce qu'on a pu connaître, même 2015-2016, non, c'est pas... Disons que là, moi, je trouve que c'est... déjà, les marchés occidentaux sont risqués, alors ouvrir, c'est quand même plus compliqué. Igor, quand on s'interroge sur les messages, les bons messages, on voit le secrétaire à la défense, chinois, qui était à Singapour, et qui a prétendument dit qu'il n'hésiterait pas à déclencher une guerre sur Taïwan. Je ne suis pas sûr que ce soit des messages très rassurants pour l'Occident, avec l'homothétie sur la situation en Ukraine. Il y a un environnement qui a complètement changé. La tectonique des plaques, avec l'isolement de la Russie qui se rapproche. Et je souscris complètement à l'idée que nos marchés sont déjà en train de se tarir un peu de liquidité. Ce n'est pas pour aller s'emplafonner l'illiquidité du marché émergent. Non, c'est ce que je disais. On n'est pas obligé d'investir en Chine. Ma question, c'était, est-ce qu'une relance ou est-ce qu'une réouverture de la Chine, ça peut être un vent dans tous les vents contraires qu'on affronte aujourd'hui? Est-ce que pour le reste de l'économie et du monde... Et non. Non. D'accord. Ça s'est déconfiné. On a l'impression que le discours est moins sensoriel. Mais bon, ce ne sera pas un soutien dynamique à la croissance mondiale. Parce que par rapport à ce qui se passe sur l'inflation et les taux d'intérêt, ça compte. Oui. Ça peut n'être pas que marginal. Il me semble, mais après, on ne va pas contester que la Chine représente 15% du PIB mondial et blablabla. Bien sûr. Mais enfin, vous vous souvenez, il y a quelques années, on nous disait que la Chine ne pouvait pas croître en dessous de 10%. Après, ça a été 7, 6, et puis non, on va peut-être être à 4. Bon. Ça va beaucoup moins être un moteur qu'avant. Ça ne peut pas être le même moteur que les 30 dernières années. Ce n'est pas possible. Ouais, je dirais, moi, juste... attends, alors, je suis d'accord sur le fond. Moi, je pense qu'il y a des éléments structurels sur la Chine qui font que la Chine, aujourd'hui, est sur un rythme de croissance beaucoup plus bas. Par contre, il y a quand même eu des mesures très fortes qui ont été annoncées là, dernièrement par le gouvernement chinois. Je pense que d'ici novembre... pour cette fameuse réunion du parti, il veut afficher un très fort taux de croissance, au moins sur le deuxième et le troisième trimestre. Et donc, je pense qu'ils vont vraiment injecter massivement pour relancer l'économie, au moins pour afficher un taux de croissance. Injecter où? Alors, ils injectent, ils ont relancé pas mal de choses. Dans l'immobilier, non? Non, ils ont pris des mesures. Le gaming. Il y a eu 9 types de mesures qui ont été prises. Alors, je ne vais pas toutes les lister. Non. Ils réinjectent dans l'immobilier. Alors, ce qu'il nous avait dit il n'y a pas quelques mois, c'était justement de casser cette bulle immobilière. Et ça dit quoi, Christian? Ça dit qu'il... Pour l'économie mondiale, ça ne sert à rien. Oui, je n'ai pas dit que ça servait à grand-chose. Ils n'ont pas d'autres recettes. Ça veut dire que la transformation du modèle économique, il ne marche pas. Non, bien sûr que non. Ils ont un pays qui est avec une population vieillissante, qu'on le veuille ou non. Ils ont une concurrence de plus en plus forte de l'Inde et du Vietnam. Et ils ont des lourdeurs administratives qui commencent aujourd'hui à être vraiment pénalisantes pour l'économie. Donc voilà, non, bien sûr que non. Ils ont des vrais éléments aujourd'hui structurels négatifs. La seule chose qu'on a aujourd'hui, alors est-ce que c'est positif, voire peut-être même négatif, c'est qu'ils vont relancer très fortement l'économie. Et ça peut être, je vais même être volontairement provocateur, ça peut être une mauvaise nouvelle pour nos pays, parce que ça veut dire qu'on va relancer le cours des matières premières, on va relancer les prix du pétrole. Quand on voit comment le pétrole réagit à la moindre annonce sur la Chine et de déconfinement de la Chine, ça veut dire que si on a des chiffres qui reflète la vérité ou pas du Chine qui est en très forte croissance au T2 et au T3, ou en tout cas qui a ce mouvement d'inflexion qui est en train de se faire sur le T2 avec la levée des mesures sanitaires, des mesures sanitaires contraignantes, je pense que ça va plutôt alimenter l'inflation sur les matières premières. Et donc ça, c'est pas forcément, entre guillemets, une bonne nouvelle pour l'économie mondiale. Par contre, pour la Chine, on aura des taux de croissance qui vont, à mon avis... Il y a des entreprises mondialisées qui en profiteront. Qui en profiteront quand même. On va pas se leurrer. Il y aura le commerce de détail qui va redémarrer en Chine, donc ça va profiter au secteur du luxe. Tout n'est pas négatif, mais ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que c'est une reprise encore très conjoncturelle, et puis derrière, à fin d'année, on retirera les soutiens, et puis on aura de nouveau un ralentissement pour 2023. Mais c'est une relance, je dirais, c'est une sorte de leur quoi qu'il en coûte. Il leur faut leur quoi qu'il en coûte d'ici novembre pour montrer à la population que l'économie chinoise ne ralentit pas. Il nous reste 5 minutes, messieurs. Comment on organise son patrimoine stratégiquement, là, je ne sais pas si le monde change, si c'est un nouveau monde avec... le monde change tous les... Enfin, il a toujours changé. Oui, mais là, je parle d'un changement par rapport aux 10 dernières années, par exemple.
Dans les 10 dernières années, on regarde, il y a eu des années boursières très particulières. Bon, là, on regarde les performances des marchés boursiers, à part le Nasdaq, mais qui a accumulé une performance historiquement incroyable. Il peut quand même perdre 30, voire 40. Ça ne serait pas quand même vertigineux. Les autres marchés européens sont entre moins 8 et moins 15 avec la journée d'aujourd'hui. Moi, je reste persuadé qu'il y a des parties de la cote qui peuvent quand même donner de la performance. Alors, les valeurs pétrolières, c'est pas très ISR, mais enfin, elles sont encore cotées. Et ça, c'est encore c'est bien d'en avoir encore aujourd'hui. Vous accumulez, attention, le prix du baril, avant que ça soit dans les cash flows, il faut quelques trimestres. D'accord. Rien que pour le dividende, là, c'est toujours... Il y a tout ce qui est value, qui est positif cette année. Donc, moi, je pense que tout ce qui a trop bien marché dans un scénario de taux très très bas, oui, là, à mon avis, il faut commencer à prendre ses profits. Alors, on va me dire, oui, mais Igor, tu as travaillé avec Jean-Charles Mariot, tu es un value guy. Mais c'est pas vrai, entre guillemets. C'est bon d'être on est pragmatique, on fait bien de la sûr. croissance, mais dans un marché avec des taux. Et donc, value, ça veut dire il faut se forcer à avoir envie d'avoir des banques, d'avoir de l'automobile. Mais la banque, c'est un des secteurs qui subit le moins l'inflation. Oui. Et depuis le 8 mars, qui était le point bas post-déclenchement de la guerre en Ukraine, l'automobile est le meilleur secteur avec l'énergie. Ça reprend 15%, je crois, l'auto. Ça avait baissé de 25%. Bien sûr. Avant qu'on puisse retrouver la bonne dans une phase où les problèmes s'accumulent, on voit quand même que le rebond depuis le 8 mars est mené par des secteurs value. Il y a la défensivité avec le dollar qui est un peu le maître étalon. Là, tout le monde s'y réfugie parce que de toute façon, toutes les matières premières sont dollarisées. Donc, tant qu'il y a cette situation d'inflation haute liée aux matières premières, le dollar va se maintenir. Après, les actions value, c'est pas le moment de mettre beaucoup de risques dans les portefeuilles, mais il y a quand même les moyens de faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose. Mais un petit tilt value dans sa partie action, c'est de bon ton. Ça reste. On n'arrivera jamais à voir le point bas. Après, on peut toujours partir sur un scénario Armageddon pendant 15 ans. Mais là, à ce moment-là, on met tout en cash. Mais le cash se déprécie de 7 à 8% par an en ce moment. Pierre ? Alors, moi, je dirais qu'il y a deux choses, puisque j'ai fait beaucoup de mouvements d'ailleurs hier. Hier, absolument. Intéressant. Donc, non, j'ai complètement rééquilibré les portefeuilles pour justement essayer d'annihiler le biais croissance ou value. Donc, et comme on a très peu de visibilité sur la partie action, l'idée, c'est vraiment d'être à la neutralité de bonne aloi, neutralité un peu plus pour gérer un peu les à-coups de marché. Mais généralement, quand on a si peu de visibilité, c'est quand même vraiment de bon sens, ne surtout pas tout couper. On fait pas de paris, on prend pas d'initiative marquée. On réduit l'erreur de suivi par rapport à nos indices de référence. Par contre, là où c'est plutôt plus facile, c'est sur la partie obligataire, où très nettement, on a encore réduit la duration qui était déjà très réduite, mais on ne prend vraiment plus de... Si on peut désensibiliser complètement les portefeuilles obligataires, on n'hésite pas. Donc on n'est pas confiant. Là, je voyais, je sais plus, sur le high yield européen, ça y est, on est à 500 points de base de spread. Le high yield, justement, c'est la meilleure performance sur les marchés obligataires. Donc, en fait, c'est IG plutôt qui... Et l'investment grade a des taux tellement faibles que quand vous perdez 15%, il va vous falloir, même à 3%, il va vous falloir 5 ans pour récupérer cette performance. Parce qu'en fait, c'est vrai que le coussin que procurent les spreads de crédit, c'est vrai qu'on peut prendre plus de risques sur la partie high yield que même sur les actions. On commence à avoir vraiment un effet balancier sur la partie high yield. Alors high yield bien noté, puisqu'il n'y a pas besoin de descendre très fortement en rating pour avoir des taux de rendement largement supérieurs à 6 ou 7%. Aussi bien sur la partie américaine que sur la partie européenne. Donc c'est vrai qu'on a repondéré les portefeuilles, très équilibrés, très neutres sur la partie action, plus courte en duration et assez absent des dettes souveraines. Ouais. Bon, Christian, oui, alors moi, le schéma de marché, là... Après, ça dépend de quel horizon, mais moi, je dirais que si vous êtes à un horizon d'ici la fin d'année, d'ici septembre, moi, je serais plutôt sur les valeurs de croissance. Alors, pourquoi ce pari ? Parce que je sais que c'est pas du tout le pari aujourd'hui, mais moi, entre guillemets, un pari, hélas, qui est pas très, très positif, mais je pense qu'il va y avoir en Europe véritablement des signaux très négatifs sur la croissance. Donc ça, c'est la traduction en matière d'investissement de quelque chose de très négatif, d'une récession en zone euro, si on dit les choses. On va voir véritablement des chiffres qui vont vraiment péricliter. Du coup, on va avoir le sentiment que le marché, qu'on n'aura pas forcément besoin de remonter énormément les taux pour calmer l'inflation. Et moi, je jouerais... Alors, encore une fois, je pense que l'inflation
l'inflation va rester très volatile, il y aura toujours un effet très important alimentaire et énergétique, mais que derrière, véritablement, sur l'inflation qui est au plus dur, qui est vraiment dangereuse, ça va très vite se calmer parce qu'on va avoir une dégradation du marché de l'emploi, on va avoir une dégradation de l'activité. Et donc, dans ce profil-là, vous n'allez pas sur des cycliques, vous n'allez pas forcément prendre des valeurs qui sont très dépendantes de la conjoncture, mais vous achetez des valeurs qui peuvent vous offrir de la croissance stable et à long terme. Et en plus, comme vous n'avez plus l'effet taux long, qui est négatif, vous rejouez ces valeurs-là. Donc là, c'est vraiment paradoxalement, c'est le pari d'une dégradation conjoncturelle. C'est pas c'est pas un pari positif, non. On est d'accord. On est d'accord. Bon, messieurs, écoutez, on se retrouve ou au mois de juillet ou à la rentrée pour faire le point ensemble. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, président d'Altair Economics, Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne, et Pierre Bismuth, directeur de gestion de Myria Asset Management, qui étaient nos invités en plateau.